Désolé, papa, mais tu n'es pas invité. Je te prie de partir immédiatement. Les mots sortirent de la bouche de ma fille comme des couteaux tranchants. Elle portait une robe blanche en dentelle, avec un sourire tendu, forcé, comme si elle souriait uniquement parce que quelqu'un le lui avait demandé. Derrière elle, les invités riaient, trinquaient, et un orchestre à cordes jouait une musique douce qui contrastait violemment avec la boule qui se formait dans ma gorge. Je me tenais à l'entrée du hall principal de l'hôtel Florence Regency, un petit paquet dans les mains. C'était le cadeau de mariage que j'avais choisi moi-même. Une montre de poche en or, avec les armoiries de notre famille gravées sur le couvercle. Une pièce ancienne qui avait appartenu à son grand-père. Quelque chose de symbolique, quelque chose qui, selon moi, avait encore une signification. Je m'appelle James, j'ai 68 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie à travailler comme charpentier, à construire des maisons, des meubles, tout ce qui pouvait subvenir aux besoins de ma famille. Je n'ai jamais été un homme raffiné. Mais j'ai toujours été un père présent. Ou du moins, j'ai essayé de l'être. J'ai été père et mère après la mort de la mère d'Olivia, alors qu'elle n'avait que 7 ans. J'ai élevé ma fille seule, avec beaucoup d'efforts et peu d'argent. Mais je ne lui ai jamais rien refusé. La nourriture, l'école, des vêtements propres, un toit au-dessus de nos têtes. Et de l'amour. Toujours beaucoup d'amour. Mais là, dans ce couloir fleuri, entre les miroirs dorés et les tapis moelleux, elle me regardait comme si j'étais un étranger gênant. Un obstacle sur le chemin de son ascension sociale. Tu es en train de me dire que je ne peux pas assister au mariage de ma propre fille. Ai-je demandé sans élever la voix. Elle a hésité une demi-seconde, une lueur de culpabilité dans les yeux, mais elle a rapidement repris son ton froid. James, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Cette fête n'est pas un endroit pour toi. Je ne savais pas que tu viendrais. Mensonge. Elle savait. Elle ne croyait simplement pas que j'oserais. Je regardais le marié, Benjamin, qui s'approchait d'elle à grands pas. Jeune cadre, costume sur mesure, visage rasé de près, tout en lui respirait la réussite. Quand il m'aperçut, son regard se posa directement sur le paquet que je tenais à la main, puis sur mes chaussures usées. Sans dire un mot, il posa simplement la main sur le dos de ma fille et dit « Tout va bien ici, ma chérie. » Elle a acquiescé. Puis elle a ajouté « Papa s'en va. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je lui ai simplement remis le cadeau. C'est de famille, ai-je murmuré. Si tu ne veux pas le garder, jette-le. Mais je devais venir. Je me suis retourné et je suis sorti, laissant derrière moi les regards curieux et les chuchotements étouffés qui se multipliaient à chaque pas. Sur le parking, ma voiture semblait déplacée parmi les véhicules de luxe. Une vieille Ford argentée, avec la vitre côté passager coincée. Je me suis assis au volant, mais je n'ai pas démarré. Mes mains tremblaient. Je n'avais pas été invité. Mais c'était moi qui avais presque tout payé. Le buffet, la location de la salle, la décoration avec des roses blanches et des tulipes. Tout avait été organisé par moi, avec l'aide d'une agence événementielle appelée YTV. Le contrat avait été établi au nom de la mère du marié, à la demande d'Olivia elle-même. Elle avait dit que c'était pour préserver l'harmonie entre les familles. J'avais accepté, comme j'acceptais toujours tout, croyant que c'était pour une bonne cause. En silence, j'ai allumé la radio de la voiture. Une vieille chanson passait, une de celles que nous chantions ensemble quand elle était petite, sur le chemin de l'école. J'ai voulu l'éteindre, mais je n'ai pas pu. La musique jouait comme pour se moquer de moi. Des souvenirs d'une époque où elle me tenait encore la main dans la rue, où elle m'appelait son héros, avant les études supérieures coûteuses, les nouvelles amitiés et les petits amis en costume-cravate. J'ai pris une grande inspiration. J'ai regardé ma montre. Il était 3h25. La cérémonie avait commencé depuis seulement 10 minutes. Le banquet, le concert de jazz, les feux d'artifice à l'extérieur. Tout était prévu pour dans quelques heures. Tout ce que j'avais financé, convaincu que même si je ne faisais plus partie de son cercle, j'étais au moins encore le père de la mariée. Mais à ce moment-là, en regardant mon reflet dans le rétroviseur, les yeux rouges, les rides profondes, la peau tannée par des décennies de travail, je me suis rendu compte que je n'avais peut-être jamais cessé d'être un simple prestataire de service pour elle. Ou peut-être avais-je été remplacé dès qu'elle avait découvert qu'elle n'avait plus besoin de moi. Je plissai les yeux. Une pensée commença à prendre forme, timide au début, puis plus claire. Le contrat avec l'agence, les paiements, la clause de résiliation. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert l'application de ma banque. Il y avait des transactions en attente pour le lendemain, des paiements programmés pour les fournisseurs, l'hôtel, le fleuriste, le groupe. Environ 80 000 $. De l'argent qui serait directement prélevé sur mon compte. De l'argent dont elle ne savait même pas qu'il était encore sous mon contrôle.
C'est à ce moment-là que j'ai ressenti quelque chose de différent. Ce n'était pas de la colère. C'était autre chose. Une sorte de lucidité tranchante. Peut-être qu'après tout ce temps, il était temps d'agir. Pour la première fois depuis de nombreuses années, faire quelque chose qui ne consistait pas simplement à accepter. La véritable cérémonie n'avait pas encore commencé. Mais quelque chose en moi avait déjà changé. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Car au moment où j'ai coupé le moteur et posé ma tête sur le siège, une idée a commencé à prendre forme. Et lorsqu'elle s'est concrétisée, personne à cette fête n'était préparé à ce qui allait suivre. Elle s'appelle Olivia. Ma fierté et ma ruine. Quand elle était enfant, elle avait d'une façon curieuse de me regarder, avec ses yeux ronds, avides de réponses, comme si je savais tout. Elle était ma compagne d'atelier. Elle m'aidait à tenir les règles pendant que je coupais du bois, elle m'observait réparer des charnières, peindre des fenêtres, fabriquer des meubles de mes mains nues. Un jour, elle m'a dit « Je veux être comme toi, papa. Faire des choses réelles. » Cela m'a bouleversé. J'ai cru à cette promesse pendant de nombreuses années. Mais le temps a une façon cruelle d'arracher les promesses du cœur des enfants. Le changement a commencé petit à petit. D'abord, il y a eu le silence entre deux visites. Puis, les appels sont devenus de plus en plus brefs. Quand elle est entrée à l'université, elle a commencé à me corriger pendant les dîners. « Papa, on ne dit plus ça comme ça. Papa, tu ne comprends pas, c'est dépassé. » Je riais, trouvant amusant qu'elle mûrisse. Je ne savais pas encore que c'était le début de ma disparition. Olivia a choisi d'étudier les relations publiques à Boston, a obtenu une bourse partielle et j'ai payé le reste. Loyer, livres, billets. Je ne me suis jamais plaint. Je me souviens avoir vendu l'un de mes outils les plus chers pour payer les frais d'inscription du deuxième semestre. Elle m'a remercié par un message vocal de 12 secondes. J'ai écouté cet enregistrement plus de 20 fois. À 22 ans, elle est revenue à la maison pour les vacances avec un nouvel accent, des idées différentes et un petit ami nommé Peter qui trouvait que le métier de menuisier était poétique. Ils sont restés ensemble 6 mois. Puis il y a eu un Français, un ingénieur, un agent immobilier. Benjamin est apparu à 28 ans. Grand, blond, la voix raffinée, toujours habillé comme s'il se rendait à une réunion. Il avait une façon de me regarder qui me rappelait les clients riches qui faisaient appel à mes services et me demandaient d'utiliser l'entrée de service. Et pourtant, je souriais. Je souriais toujours. Pour ne pas déranger. Pour montrer que j'acceptais son nouveau monde. Quand Olivia a annoncé ses fiançailles, elle m'a dit « Papa, je veux quelque chose de grandiose. Quelque chose qui montre qui nous sommes devenus. » Puis vint la demande, si je pouvais aider à financer le mariage. Pas en tant que sponsor officiel. Cela revenait, selon ses propres termes, à la famille du marié, pour des raisons protocolaires, mais discrètement. Tu sais, papa, entre nous. Bien sûr que j'ai accepté. Après tout, qu'était-ce qu'une contribution de plus dans une vie entière de sacrifices? Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était d'être délibérément exclu de la liste des invités. Pas même la mention « père de la mariée » sur l'invitation. Rien. J'ai appris la date exacte par hasard, lorsque la coordinatrice de YTV m'a appelé pour confirmer les derniers détails avec les fournisseurs. Sans le savoir, elle m'a donné plus d'informations que ma fille ne m'en avait jamais fournies. Au cours des derniers mois, les paiements ont été programmés à mon nom, mais dissimulés dans des emails de l'agence. Olivia tenait à ne pas communiquer directement avec moi. Elle disait qu'elle n'avait pas le temps, que tout était sous contrôle. Dans ma naïveté ou mon espoir, je pensais que cela faisait partie de la surprise. Qu'elle préparait peut-être une reconnaissance spéciale, un hommage silencieux, voire un toast à la fin. Je n'imaginais pas qu'elle avait l'intention de m'effacer complètement du récit. Et maintenant, en la voyant me chasser du mariage que j'avais financé, j'ai compris que ce n'était pas une négligence. C'était intentionnel. J'étais le fantôme gênant de ses origines. Le passé qui ne cadrait pas avec les compositions florales à 10 000 $. Cet après-midi-là, après avoir quitté l'hôtel, j'ai roulé sans but dans la ville. Je suis passé devant le parc où Olivia avait appris à faire du vélo. Devant l'hôpital où elle est née. Devant l'école où j'ai présenté sa première création en bois, un porte-crayon bancal, mais qu'elle défendait comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Les souvenirs me traversaient comme un vent glacial. Et à chacun d'eux, le ressentiment prenait forme. Pas de manière explosive, mais comme de l'eau s'accumulant derrière un barrage. Le soir, je me suis assis sur la terrasse de ma maison, une bière à la main et le contrat de YTV ouvert sur mon téléphone. J'ai lu chaque clause comme s'il s'agissait d'un manifeste. C'était écrit noir sur blanc. Le contractant peut annuler les paiements jusqu'à 12 heures avant la fin de l'événement, à condition d'en informer formellement par écrit. Il n'était pas trop tard. Le paiement le plus important,
celui du banquet, du DJ, du feu d'artifice, était prévu pour le lendemain matin. J'avais envie de l'appeler. Lui demander pourquoi. Lui demander une explication. Mais je me connais. Je sais qu'au fond, ce que je voulais, c'était l'entendre s'excuser. Et cela n'arriverait jamais. Olivia ne savait plus reconnaître ce que je représentais pour elle. Elle ne savait pas, ou ne voulait pas, me voir comme un homme, comme un père, comme quelqu'un qui mérite le respect. Et le respect, j'ai enfin compris, ne se supplie pas. Il s'impose. J'ai pris le téléphone et composé le numéro de la coordinatrice de l'agence. Bonsoir. Ici James Thorndicake. Je suis le responsable de la cérémonie au Florence Regency. Ah, monsieur James. La fête était merveilleuse. J'ai vu que vous étiez présent. J'espère que vous avez été bien accueilli. Je n'étais pas invité, l'interrompis-je calmement. Le silence à l'autre bout du fil était presque réconfortant. Je vous appelle pour annuler tous les paiements prévus pour demain. Elle balbutia. Monsieur James, c'est une erreur? L'événement est déjà en cours. Le contrat stipule que je peux annuler jusqu'à 12 heures avant. Nous avons encore le temps. Je veux que tout soit suspendu. Le buffet, le groupe, la décoration supplémentaire, les feux d'artifice. Et je veux une preuve de l'annulation dans ma boîte mail aujourd'hui même. Elle a tenté de discuter. Elle a parlé de scandale, d'invités, de réputation. Ils ne se sont pas souciés de ma dignité, jeune fille. Je n'aurai aucun mal à m'occuper de la leur. J'ai raccroché. Je regardais à nouveau ma montre. Il était 22h30. À cette heure-là, Olivia devait être dans la salle de réception, trinquant avec ses amis, riant avec le père du marié, peut-être en faisant semblant que je n'existais pas. Elle imaginait que la fête serait parfaite, que l'argent était garanti, que la vie continuerait comme prévu. Elle ne savait pas que dans les heures qui allaient suivre, le château de cartes qu'elle avait construit s'écroulerait. Et pas par vengeance, mais par justice, par vérité, par amour-propre. Il restait encore une question à régler. Que faire des près de 80 000 $ qui allaient être dépensés en luxe éphémère? En applaudissements achetés? C'est alors que le visage d'Héloïse m'est venu à l'esprit, ma petite fille. La fille du premier mariage d'Olivia. La seule qui m'appelait encore à Noël, qui me demandait comment j'allais après mon opération du genou, qui me rendait visite sans raison. Jeune, intelligente, étudiante en ingénierie, pleine de rêves mais sans les mêmes ressources que sa mère. Toute sa vie, elle m'a vu comme quelqu'un de présent, de fiable. Et elle ne m'avait jamais rien demandé. Il était peut-être temps de faire quelque chose pour elle. Quelque chose d'important. Je suis retourné à mon ordinateur et j'ai écrit un email à mon directeur de banque. Je lui ai demandé de créer un fonds au nom d'Héloïse. Un compte spécial pour financer ses études, sa formation, son avenir. Si ma fille m'avait refusé le rôle de père ce soir-là, ma petite fille me permettait de continuer à être grand-père. La réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Le directeur était de service. Il m'a dit qu'il pourrait accélérer la procédure le lendemain matin, à condition que je me présente à la banque avec les documents. J'ai convenu d'être là à 8 heures pile. Et avant de m'endormir, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé un petit message à Olivia. Bonne fête. J'espère que ça en valait la peine. Demain, nous réévaluerons la situation. Je ne l'ai pas envoyée. Je l'ai simplement enregistrée dans mes brouillons. Elle comprendrait le moment venu. Et ce moment allait arriver plus vite qu'elle ne l'imaginait. Car lorsque le téléphone a sonné à 6h45 le lendemain matin et que j'ai vu le nom de la coordinatrice de YTV s'afficher à l'écran, je savais déjà que la première fissure était apparue et que l'effondrement était sur le point de commencer. Le téléphone a vibré 3 fois avant que je ne réponde. La coordinatrice de YTV parlait d'un ton nerveux, me suppliant presque de reconsidérer ma décision. « Monsieur James, pour l'amour de Dieu, le traiteur est là et menace de ne rien décharger. L'hôtel exige un paiement immédiat. Le groupe? Eh bien, le groupe est déjà parti. Ils ne joueront pas sans acompte. » Je restais silencieux, écoutant l'écho de l'hystérie contenue à l'autre bout du fil. Il était trop tôt pour le drame. 7 heures du matin et je n'avais même pas encore pris mon petit déjeuner. Mais ce n'était que le début. Le premier signe que la structure glamour qu'Olivia avait mise en place était en train de s'effondrer. Et le plus ironique dans tout ça, elle ne le savait pas encore. Tous les paiements ont été annulés, comme je vous l'ai dit hier soir. Je n'y peux plus rien. Si vous avez des questions, adressez-vous à la banque. Mais monsieur James, la fête a lieu aujourd'hui. Le brunch avec les parrains et marraines, le déjeuner de famille, les photos dans le jardin, le deuxième jour de célébration. Que va-t-on dire aux invités? Dites-leur la vérité, répondis-je avec un calme qui me surprit moi-même. Dites-leur que l'homme qui a tout payé a été exclu de la cérémonie.
Cela les fera peut-être réfléchir à 2 fois avant d'oublier qui ils sont. Je raccrochai avant qu'elle n'ait pu répondre. La nouvelle n'était pas encore parvenue à la salle. Je le savais parce que, 20 minutes plus tard, j'ai reçu le premier message d'Héloïse. « Grand-père, il se passe quelque chose de bizarre ici. Les serveurs disent que le buffet n'a pas été payé et l'hôtel demande à être payé immédiatement pour maintenir la structure. Tu es au courant ?» J'ai simplement répondu « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout s'expliquera. » 20 minutes plus tard, elle m'a appelé. « Ils sont en train de paniquer ici, grand-père. Maman vient de sortir de la chambre en criant après le directeur de l'hôtel. Benjamin essaie de joindre ses parents, mais personne ne répond. Ils ont dit que la fleuriste était partie aussi. Que se passe-t-il » J'avais du mal à retenir mon rire. Mais il n'y avait rien de drôle dans tout ça. Il y avait de la douleur. Il y avait des années d'invisibilité accumulées. J'ai néanmoins gardé un ton calme. « Reste dehors, Héloïse. Évite l'agitation. Cela n'a rien à voir avec toi. » Mais, ça a à voir avec toi, n'est-ce pas? C'est à cause de toi que tout ça arrive? Je n'ai pas menti. C'est à cause de moi, oui. Mais pas parce que je l'ai voulu. J'ai simplement cessé de payer pour quelque chose dont je n'ai jamais été autorisé à faire partie. Silence de l'autre côté. Puis un soupir. Je suis avec toi, grand-père. Même si maman est furieuse, même si elle ne me parle plus, je suis avec toi. Ces mots ont suffi à réaffirmer la décision que j'avais déjà prise. La loyauté d'Héloïse valait plus que n'importe quel tapis rouge, plus que toutes les fleurs importées qui étaient maintenant ramassées en silence par des employés perplexes. Pendant ce temps, Olivia ne m'avait toujours pas contacté. Peut-être pensait-elle qu'il s'agissait simplement d'une erreur administrative. Peut-être pensait-elle encore que je resterais silencieux, comme je l'avais fait toute ma vie. Mais tout a changé lorsque le père du marié, ce fameux Édouard, un magnate de l'immobilier, a confronté l'équipe événementielle devant tous les témoins. Il a haussé le ton, pointé du doigt et exigé des explications. C'est à ce moment-là que la coordinatrice, fatiguée de protéger des mensonges, a révélé la vérité. « Monsieur, les services ont été payés par un seul contractant, qui a décidé hier soir de suspendre tous les paiements restants. La fête d'aujourd'hui n'est pas couverte financièrement. » Cette information a fait l'effet d'une bombe dans la salle. Benjamin, qui était déjà tendu, est devenu livide. Olivia, en entendant le nom James Thorndike mentionné comme le payeur, a trébuché sur ses propres pieds. Elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un le découvrirait. Trop tard pour tenter de remédier au chaos. Benjamin a exigé que ses parents couvrent immédiatement les frais, mais la banque était fermée le dimanche et les fournisseurs n'acceptaient pas de promesses de paiement. Le directeur de l'hôtel, quant à lui, a été clair, pas de paiement, pas de service. Une à une, les pièces ont été retirées. Les nappes ont été pliées et rangées. La table des desserts a été démontée. La scène dans le jardin, où devait avoir lieu un mini-concert, a été vidée. Les invités ont commencé à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Des murmures se sont répandus. Et bientôt, les rumeurs ont commencé. Le père de la mariée a tout payé et s'est fait expulser. La fête a été annulée pour cause de non-paiement. On dirait qu'il s'est vengé. Je n'avais pas besoin d'être présent pour savoir que le scandale était grand. Héloïse me tenait au courant par SMS, en essayant de ne pas se faire voir. Elle pleure, grand-père. Elle crie que tu l'as humiliée. Ce n'est pas moi qui l'ai humiliée, ai-je répondu. C'est elle qui l'a fait en me renvoyant devant tout le monde. J'ai simplement cessé de faire semblant que c'était acceptable. 1 heure plus tard, Benjamin a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis Olivia a appelé. Elle a laissé un message vocal. Sa voix était un mélange de désespoir et de colère. « Papa, tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu fais? Tu as tout gâché. Tu sais ce que j'ai perdu à cause de ça? Qu'est-ce que les gens vont dire ?» J'ai appuyé 3 fois sur lire. Aucun regret. Aucune tentative de compréhension. Juste la même rengaine. Comment cela l'affectait? Pendant ce temps, j'étais à la banque, en train de finaliser l'ouverture du fonds d'études pour Héloïse. Richard, mon directeur, tapait rapidement sur son clavier. « Tout est en ordre, monsieur James. Dès que mademoiselle Héloïse aura apporté ses documents personnels, nous activerons la carte et l'accès. Les 80 000 $ sont en sécurité, avec intérêt composé. » J'ai signé les papiers avec un calme qui semblait absurde, compte tenu de la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Mais c'était ça, j'étais dans l'œil du cyclone, et enfin, c'était moi qui contrôlais le vent. De retour à la maison, je m'assis dans le vieux fauteuil du salon et relus le contrat de YTV d'une dernière fois. La pénalité pour annulation? Sans importance.
Les prestataires savaient qui payait et savaient pourquoi ils avaient perdu ce contrat. Je n'étais plus le vieux naïf de la menuiserie. J'étais un homme qui avait décidé de mettre un point final. À 4 heures de l'après-midi, la dernière notification est arrivée. L'hôtel avait libéré les invités. La fête de 2 jours s'est transformée en un événement de 6 heures avec une fin abrupte. Olivia et Benjamin sont sortis par l'arrière, selon Héloïse. Personne ne voulait les regarder dans les yeux. Plus tard, à la tombée de la nuit, la sonnette a retenti. C'était Olivia. Les yeux rouges, le maquillage coulant, la robe de mariée cachée sous un manteau. Elle semblait plus petite, recroquevillée. « On peut parler ?» a-t-elle demandé à voix basse. J'ai acquiescé. Je l'ai laissée entrer. La maison où elle avait grandi lui était désormais aussi étrangère que sa fête l'avait été pour moi. Je m'assis sur le canapé, elle sur une chaise. Pendant de longues secondes, personne ne dit rien. « Tu m'as détruite aujourd'hui », commença-t-elle. « Tu m'as détruit avant ça, » répondis-je. « C'était mon jour, papa. Et j'étais ton père. » Elle déglutit. « Tu m'as trahi. Et tu m'as exclu. » Il y avait là une guerre de miroirs, un duel de douleurs reflétées. Aucun de nous n'avait entièrement raison, mais un seul avait été effacé avec élégance. « Moi. Tu vas rendre l'argent ?» demanda-t-elle enfin. « Non. Tu vas vraiment maintenir cette punition ?» Ce n'est pas une punition. C'est une protection. Pour moi. Pour ma petite fille. Elle me respecte. Olivia se leva. « Tu vas le regretter. » J'ai déjà regretté d'avoir tout gardé pour moi. Ça m'a libéré. Elle est partie sans dire au revoir. Et en fermant la porte, j'ai réalisé que, pour la première fois depuis des décennies, je ne me sentais pas coupable d'avoir dit non. Car le soir même, j'ai reçu un message inattendu de Benjamin. Et ce qu'il me proposait montrait que les effets de ma décision étaient loin d'être terminés. Le nom qui apparut sur la notification était surprenant. Benjamin. Le fiancé. Ou ex-fiancé, compte tenu de l'état du mariage et de la réaction de ses parents face au désastre. Le message était court, trop formel pour quelqu'un qui me connaissait personnellement. J'aimerais fixer un rendez-vous. Cela peut se faire en personne ou par appel vidéo. C'est important. J'ai attendu quelques heures avant de répondre. Je voulais qu'il ressente la même incertitude que j'avais ressentie à l'entrée de la salle lorsque j'avais été barré par ma propre fille. Je n'ai répondu qu'en début de soirée, demain, à 10 heures. En personne. Apporte seulement ta sincérité. Il est arrivé à l'heure. Il était habillé plus simplement, sa chemise sortait de son pantalon, et il n'avait plus l'attitude arrogante des jours précédents. Il est entré dans la pièce avec un air plus humain. Ses yeux reflétaient la honte de ceux qui ont perdu le contrôle. « James », ai-je dit en lui tendant la main. « Merci de me recevoir. » Je n'ai pas répondu à sa poignée de main. Je lui ai simplement indiqué le fauteuil vide. « Je voudrais commencer par m'excuser pour ce qui s'est passé samedi, » dit-il en regardant le sol. « Je ne savais pas que vous aviez été refoulé. Mais vous saviez qui payait. Et vous n'avez jamais trouvé étrange que je ne sois pas là ?» Il hésita. « Si, j'ai trouvé ça étrange. Mais Olivia m'a dit que vous aviez une relation compliquée, que vous préfériez aider à distance, que c'était votre façon de faire. » Je secouai la tête, déçu. Elle t'a vendu l'image d'un père absent. Et tu l'as accepté sans poser de questions. Benjamin soupira. Elle m'a convaincu que c'était mieux ainsi, que c'était plus approprié pour le profil de la cérémonie. Profil. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Elle a toujours pensé qu'elle devait cacher ses origines pour être acceptée dans votre monde, n'est-ce pas? J'étais la partie honteuse de l'histoire qui ne pouvait pas apparaître sur les photos. Il ne répondit pas, mais son silence en disait long. Et maintenant, pourquoi es-tu ici? Benjamin prit une profonde inspiration. Parce que tout s'est effondré. Les parents d'Olivia sont furieux. La réputation de la famille est ternie. La presse locale a déjà repris l'histoire. Des vidéos circulent. Les fournisseurs refusent de retravailler avec nous. Et il hésita. Et Olivia est dans un état pitoyable. Elle n'a pas mangé depuis dimanche. Elle est convaincue que tout cela était une attaque personnelle. C'était une décision personnelle, pas une attaque, ai-je corrigé. J'ai simplement cessé de financer ma propre humiliation. Benjamin acquiesça, l'air contrit. Je comprends. Et, honnêtement, j'admire ce que vous avez fait. C'était ferme, cohérent et courageux. Mais je suis ici parce que je veux essayer d'arranger les choses. Je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de réconciliation. Cela m'a fait rire.
La réconciliation, Benjamin, ne commence pas par une proposition. Elle commence par le repentir. Elle est repentante, dit-il rapidement. Elle ne sait juste pas comment te le dire. Peut-être parce qu'elle n'a jamais appris à s'excuser. Seulement à manipuler. Il baissa la tête. Elle pense que si vous rendez une partie de l'argent, nous pouvons organiser une nouvelle cérémonie. Quelque chose de plus modeste. Avec vous présent. Un nouveau départ. Je souris, non par amusement, mais par tristesse. Il était incroyable que même après l'effondrement, le plan soit toujours de refaire l'image, et non la relation. Benjamin, la cérémonie peut être refaite. La réputation aussi. Mais ma confiance, elle est morte quand ma fille m'a regardé dans les yeux et m'a demandé de partir. Personne ne la menaçait avec une arme. C'était son choix. Froid. Conscient. Et maintenant, elle va apprendre que les choix ont des conséquences. Il resta silencieux. Et je le laissai. Parfois, le silence doit exprimer ce que les mots ne peuvent pas dire. Mais, il y a encore quelque chose à faire, ajoutai-je. Quelque chose que j'ai déjà commencé. Il leva les yeux, plein d'espoir. Non, Benjamin. Il ne s'agit pas de la cérémonie. Il s'agit d'Héloïse. Je lui ai parlé du fonds pour ses études. Des 80 000 $ qui étaient désormais en sécurité, intacts, attendant de financer les études de quelqu'un qui m'avait toujours respecté, sans jamais rien demander. Elle est le seul lien entre Olivia et moi qui vaille encore la peine d'être préservé. Et je vais m'assurer qu'elle ait un avenir, avec ou sans le nom de sa mère dans les colonnes mondaines. Benjamin semblait sincèrement ému. Elle le mérite. Héloïse est spéciale. Elle l'est. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais eu besoin de m'utiliser pour le savoir. Elle a vu ma valeur alors que je n'avais rien à offrir à part des conseils. Il se leva. Merci de m'avoir écouté. Si tu veux qu'Olivia me contacte, dis-lui que je serai là. Mais pas avec des fleurs. Ni avec des excuses forcées. Si elle veut parler, elle devra venir avec la vérité, les mains vides. Quand Benjamin est parti, je me suis dirigé vers la bibliothèque et j'ai pris un vieil album. Des photos de l'enfance d'Olivia. Ses premiers pas. Des anniversaires. Des sourires sans filtre. Je me suis demandé où, exactement, j'avais perdu ma fille. À quel moment elle avait troqué l'affection contre le statut social. Mais on ne peut pas changer le passé. On peut le comprendre. Et choisir comment y faire face. Ce soir-là, Héloïse m'a appelé. Elle voulait savoir si le fonds était bien à son nom. Oui, ma chérie. Il sera à toi. Pour tes études. Architecture, ingénierie, même peinture si tu veux. Elle a pleuré à l'autre bout du fil. Personne n'a jamais fait ça pour moi, grand-père. C'est le moins que je puisse faire. Tu m'as donné quelque chose qui vaut bien plus que ça. Quoi? Le respect. Et c'est avec ce respect que j'ai l'intention de poursuivre ma vie. Le lendemain, j'ai signé les derniers documents à la banque. Le fonds était officiellement activé. Héloïse avait désormais non seulement un avenir assuré, mais aussi la liberté de rêver. Pendant ce temps, Wilmington commençait à devenir trop petite pour moi. La ville était pleine de souvenirs, mais vide de sens. Il était peut-être temps de changer. De tout laisser derrière moi. Non pas pour fuir, mais pour me libérer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des biens immobiliers à Savannah. Une ville plus calme, avec de nouvelles personnes, de nouvelles histoires. Quand je suis tombé sur la photo d'une maison avec une véranda, un jardin et une belle vue, j'ai ressenti un frisson dans le ventre. Quelque chose de bon. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pour la première fois depuis des années, l'idée de recommencer ne me semblait pas effrayante. Elle me semblait juste. Et si vous aimez cette histoire et croyez que parfois, se respecter soi-même est le plus grand acte de courage, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Il y a encore beaucoup à venir. Car pendant que je préparais mon changement de vie, Olivia a finalement décidé de me rechercher. Et la façon dont elle est apparue dans ma nouvelle maison a tout changé à nouveau. Le camion de déménagement venait de partir lorsque j'ai entendu la sonnette. J'avais encore mon t-shirt trempé de sueur, les mains poussiéreuses, et je finissais d'accrocher les derniers cadres sur les murs de ma nouvelle maison à Savannah. C'était une matinée chaude, l'odeur de la peinture fraîche flottait encore dans l'air. J'ai ouvert la porte en pensant que c'était un voisin qui venait me souhaiter la bienvenue. Mais ce n'était pas le cas. C'était Olivia. Pendant une seconde, je ne l'ai pas reconnue. Les cheveux en bataille, de profondes cernes sous les yeux, une robe trop simple pour quelqu'un qui a toujours soigné son apparence. Elle tenait un petit sac à main, ses yeux rougis trahissant des nuits blanches. « Papa, je peux entrer. » Je suis resté immobile. J'ai vraiment failli lui fermer la porte au nez. Mais quelque chose dans la façon dont elle a dit « Papa »
m'en a empêché. Je me suis écarté pour lui laisser passer. Elle est entrée lentement, comme quelqu'un qui s'aventure en terrain inconnu. La pièce était encore presque vide, il n'y avait que le fauteuil, la petite table et le vieux lampadaire que j'avais rapporté de Wilmington. Olivia regarda autour d'elle, en silence. « Tu as vraiment déménagé ?» dit-elle, comme si c'était une surprise. « Oui. J'ai enfin décidé de vivre ma vie. De ne plus être une figurante dans celle des autres. » Elle acquiesça. Elle s'assit sans demander la permission, ce qui me dérangea un peu. Je pensais encore qu'elle pouvait entrer, s'asseoir, comme si rien ne s'était passé. « J'ai appris pour le fonds d'Héloïse, » commença-t-elle sans me regarder dans les yeux. C'était la meilleure utilisation que j'ai trouvée pour cet argent. « Je sais, » murmura-t-elle. « Et c'était beau. Tu as toujours été meilleur avec elle qu'avec moi. » Je me retins de répondre immédiatement. C'était un piège. Cette vieille tendance à renverser la culpabilité, à se poser en victime. « Tu as toujours eu mon soutien, Olivia, » répondis-je. « Peut-être pas dans les termes que tu aurais souhaité, mais je t'ai tout donné. Tout ce que je pouvais. » Elle prit une profonde inspiration. « Tu me fais honte, papa. Tu m'as toujours fait honte. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. Et il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement de la sincérité. C'est peut-être pour cela que cela me fit plus mal que si elle avait crié. Parce que je suis simple. Parce que j'ai été menuisier. Parce que je n'ai jamais eu de diplôme. Ce n'est pas ça, dit-elle rapidement. C'est tout. Tu as toujours été grossier, trop direct. Sans filtre. Sans savoir comment te comporter. Tu n'as jamais compris l'environnement dans lequel je voulais vivre. Mais j'ai aidé à le payer, rétorquai-je en croisant les bras. Avec ma manière grossière et directe, j'ai construit la base qui t'a permis de prétendre être quelqu'un d'autre. Elle m'a enfin regardé. Tu penses que je suis un monstre, n'est-ce pas? Non. Je pense que tu t'es perdu en essayant de plaire à des gens qui ne t'ont jamais accepté. Et dans cette tentative, tu as laissé derrière toi ceux qui t'aimaient vraiment. Silence. Au bout d'un moment, elle a sorti quelque chose de son sac. Une enveloppe. Je veux te rendre une partie de l'argent. J'ai réussi à le réunir avec Benjamin et l'aide d'un ami. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. J'ai refusé d'un geste. Garde ça. Utilise-le pour essayer de réparer la vie que tu peux encore avoir. Mais n'essaie pas d'acheter ma paix. Ce n'est pas un achat, dit-elle, offensée. C'est une réparation. Alors recommencez avec sincérité, avec humilité, et pas avec un chèque. Elle baissa la tête. Vous pensez qu'il y a encore une chance pour nous? Je la regardai longuement. Oui, mais ça ne commence pas avec de l'argent. Ça commence avec du respect, avec de la reconnaissance. Je ne savais pas comment m'excuser. Maintenant, tu sais. Elle pleura, en silence, sans faire de scène. Elle laissa simplement couler ses larmes, comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Je ne t'ai pas détesté pour avoir annulé le mariage, avoua-t-elle. Je t'ai détesté parce que c'était la première fois que tu me traitais comme une adulte. Parce que tu m'as fait assumer les conséquences. Il était temps. Nous sommes restés silencieux encore un moment. Le vieux fauteuil craquait sous mon poids. La climatisation faisait un léger bruit de fond. C'était une matinée comme les autres, et pourtant tout semblait sur le point de changer. « Et Héloïse » demanda-t-elle. « Qu'est-ce qu'elle a ?» Elle a pris mon parti. Elle l'a toujours fait. Mais maintenant, je crois qu'elle t'admire plus qu'elle ne m'admire. Elle n'a pas choisi son camp, Olivia. Elle a choisi celui qui ne l'a pas effacé de sa vie. Elle acquiesça. Peut-être que je dois réapprendre à être mère avant d'essayer d'être une fille. Cette phrase m'a touché. Pour la première fois, quelque chose de vrai sortait de sa bouche sans être enveloppé de justification. Ça prendra du temps, ai-je dit. Mais ça en vaut peut-être la peine. Elle s'est levée en s'essuyant les yeux. Je peux te rendre visite de temps en temps. Oui, tant que tu n'as pas d'attente. Seulement la vérité. Elle sourit. Un sourire tordu, imparfait, mais justement pour cela, le plus honnête que je lui avais vu depuis des années. Je vais essayer. Après son départ, je restai longtemps à regarder par la fenêtre. La rue était calme, les voisins s'occupaient de leur jardin. Un monde nouveau, simple, propre. Loin du glamour forcé, proche de moi-même. Ce soir-là, Héloïse m'a appelé. J'ai appris que maman est venue te voir. Oui. Et alors? Elle a pleuré. Elle a essayé de s'excuser à sa manière. Il y a encore beaucoup à reconstruire. Mais, elle a fait le premier pas. Tu crois qu'elle va changer? Je ne sais pas.
Mais pour la première fois, j'ai envie d'y croire. Et c'est ce que je vais faire. Croire que parfois, quand on fixe des limites, on ne perd pas les gens, mais on leur montre comment ils peuvent nous retrouver. Et si vous croyez qu'il est possible de recommencer même après que tout s'est effondré, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin de cette histoire, car le parcours de James a encore un dernier chapitre. 4 mois se sont écoulés depuis ce matin où Olivia a frappé à ma porte à Savannah. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai commencé à comprendre ce que signifiait vivre en paix. Une paix réelle, pas celle qui exige le silence face au manque de respect. La maison était désormais à mon image. Des fleurs dans le jardin que j'avais plantées moi-même, des tableaux accrochés avec une règle et de la patience, des livres sur les étagères, une nouvelle table à manger que j'avais construite de mes propres mains. En bois massif, sans vis apparente, comme tout ce que j'avais toujours essayé de faire dans la vie, avec une structure solide et une finition soignée. Olivia n'est pas revenue depuis ce jour-là. Mais elle a envoyé une lettre. Écrite à la main, ce qu'elle n'avait pas fait depuis l'école. Elle disait qu'elle était en thérapie. Qu'elle essayait de comprendre comment elle avait laissé sa fierté façonner sa relation avec son propre père. Elle ne promettait pas de grands gestes, ni que tout serait comme avant. Elle disait seulement qu'elle voulait construire quelque chose de nouveau. Que si je la laissais faire, elle aimerait revenir tranquillement, comme si chaque visite était un morceau de bois poncé jusqu'à devenir utilisable. J'ai gardé la lettre dans le tiroir de mon bureau. Je n'ai pas répondu. Pas par indifférence, mais parce que j'ai appris que certaines réponses viennent avec le temps. Et peut-être, juste peut-être, que le silence était maintenant le meilleur terrain pour que quelque chose de vrai puisse germer entre nous. Héloïse, en revanche, était devenue une présence constante. Elle avait passé les dernières vacances avec moi, m'avait apporté des photos de ses projets universitaires et m'avait montré fièrement ses maquettes. La lueur dans ses yeux me rappelait l'Olivia d'autrefois, quand elle croyait encore que faire des choses concrètes était mieux que de paraître importante. La différence, c'est qu'Héloïse n'avait jamais cessé d'y croire. « Grand-père, je pense faire un stage à l'étranger l'année prochaine », m'a-t-elle dit lors du déjeuner du dimanche. Peut-être en Espagne. Vas-y, ma chérie. Le monde t'appartient. Et si tu as besoin d'aide avec la langue, je me risquerai même à apprendre quelques phrases en espagnol avec toi. Elle a ri, m'a embrassé sur le front et m'a promis de m'envoyer des cartes postales de là où elle serait. Ce soir-là, j'ai regardé l'ancien album photo, le seul objet que j'avais emporté de la maison de Wilmington, à part mes outils. Tant de souvenirs. La petite Olivia, pieds nus, courant dans le jardin avec un avion en papier. Moi, beaucoup plus jeune, les cheveux encore bruns, souriant à la caméra avec elle sur les genoux. Je ne souffrais plus. Les photos n'étaient plus des blessures ouvertes. Elles étaient devenues du bois séché, encore marqué, mais solide, résistant. J'ai appris qu'il ne s'agit pas d'oublier ou d'effacer. Il s'agit de se souvenir clairement et de choisir de ne pas porter le poids du passé plus que nécessaire. Le dernier appel que j'ai reçu avant de m'endormir ce soir-là venait de la banque. « Monsieur James », a dit Richard, mon directeur. « Je vous informe que le premier versement du fonds Héloïse a été débloqué. Les frais d'inscription à son cours de spécialisation ont été payés. Elle est officiellement inscrite à un programme de maîtrise. » J'ai fermé les yeux et j'ai remercié. Ça, oui, c'était un investissement. Pas dans l'image, mais dans les gens, dans le caractère, dans l'amour. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon email et j'ai trouvé un nouveau message d'Olivia. Objet, merci pour Héloïse. C'était court. Sincère. Papa, je ne sais pas si je peux me racheter pour tout ce que j'ai fait. Mais savoir que ma fille a grandi avec quelqu'un qui n'a pas abandonné, même quand j'étais perdu, me donne de l'espoir. Merci. Je t'aime, Olivia. Je répondis simplement. Il est encore temps. Mais ne tarde pas trop. Le bois sèche trop, après on ne peut plus enfoncer de clous. Je fermai mon ordinateur portable et me rendis sur la terrasse. La journée était claire, l'odeur du café flottait dans l'air et les oiseaux chantaient déjà leur symphonie matinale. J'ai pris mon carnet de croquis et j'ai commencé à dessiner un nouveau projet de table. Quelque chose de spécial. Peut-être pour quand Olivia viendrait, qui sait, avec Héloïse et, pourquoi ne pas rêver? Des excuses sincères. Et si elle ne venait pas? Même ainsi, j'aurais été bien. Pour la première fois, j'étais au centre de ma propre vie. Pas comme un second rôle, pas comme un distributeur automatique d'émotions, mais comme un homme, un père et un grand-père. Un homme qui a appris, tardivement, que parfois aimer signifie aussi dire « ça suffit ». Car le respect commence à la maison, et ne s'achète pas avec de la vaisselle coûteuse, mais avec sa présence, ses souvenirs et son attitude. Et si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, et que vous croyez que la dignité n'a pas de prix et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, alors abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Car chaque nouvelle histoire peut être la vôtre, racontée comme il se doit,
avec vérité et justice poétique. Et si un jour vous êtes invité à quitter l'endroit où vous avez toujours dû être, souvenez-vous, partir peut être la meilleure façon de revenir entier.